Voilà, donc nous écoutons la symphonie numéro 3 en Fa, l'opus 90 de Leonard Bernstein. Non, par Leonard Bernstein, ça devait être le type qui dirige. Mais c'est pas pour ça que vous êtes venus, évidemment. Vous êtes venus pour la lecture du Capital, livre 1, section 1, chapitre 1 pour l'instant. Mais on fera les autres chapitres de la section 1, bien sûr. Ensemble. Alors, deuxième sous-chapitre, au chapitre 1. Le double caractère du travail représenté dans les marchandises. La marchandise nous est apparue à l'origine comme une chose bifide. Bifide, qu'est-ce que ça veut dire bifide? Ça commence à tout de suite des mots qu'on comprend pas. Bifide, adjectif dont la direction est opposée à la... Non, ça c'est botanique. Je veux pas de définition botanique. Ah, il n'y a que botanique. Qui est naturellement ou accidentellement fendu sur une partie de sa longueur. D'accord, donc la marchandise est vue comme quelque chose de coupé en deux. Valeur d'usage et valeur d'échange. Nous avons vu par la suite que le travail, également, dans la mesure où il est exprimé en valeur, ne possède plus les mêmes caractéristiques que celles qu'il avait comme producteur de valeur d'usage. J'ai été le premier à mettre le doigt de manière critique sur cette nature bifide du travail contenue dans les marchandises. Comme c'est autour de ce point que tourne la compréhension de l'économie politique, il convient de l'éclairer un peu plus ici. Prenons deux marchandises, par exemple un habit de 10 aunes de toile. Alors aune, ça doit être une unité de mesure. Aune. D'accord, ouais, c'est une unité de mesure, donc peu importe. Un habit de 10 aunes de toile. Posons que le premier est une valeur double de celle de la toile. En sorte, alors ça va commencer à être compliqué parce qu'il donne des exemples, parce qu'il va être le plus clair possible. Malheureusement, c'est des exemples très techniques. Enfin, très techniques. Ils font presque formule mathématique, donc. Prenons deux marchandises, par exemple un habit, et de l'autre côté, 10 zones de toile. Faisons que le premier, donc l'habit, est une valeur double de celle de la toile. En sorte que ces 10 zones de toile égale V pour valeur, l'habit égale 2V, c'est-à-dire la valeur est double. Et là, c'est simple. Si jamais un truc qui va pas, n'hésitez pas à mettre dans le chat, c'est là pour ça. L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Pour le faire, il faut une espèce déterminée d'activité productive. Celle-ci est déterminée par sa finalité, sa façon d'opérer, son objet, ses moyens et son résultat. Ce travail dont l'utilité s'exprime ainsi dans la valeur d'usage de ce qui l'a produit, ou dans le fait que son produit est une valeur d'usage, nous l'appellerons tout simplement travail utile. Sous cet angle, il est toujours considéré par référence à son effet d'utilité. De la même façon que l'habit et la toile sont des valeurs d'usage qualitativement différentes, les travaux par la médiation desquels l'un et l'autre accèdent à l'existence sont qualitativement différents. Il y a le travail du tailleur et celui du tisserand, ou de la tailleuse et de la tisserande. Si ces choses n'étaient pas des valeurs d'usage qualitativement différentes, n'était donc le produit d'un travail utile qualitativement différent. Hein? D'accord, excusez-moi, là j'ai du mal à... La syntaxe me perturbe. Je crois avoir compris, donc je vais reprendre la phrase. Si ces choses n'étaient pas des valeurs d'usage qualitativement différentes, n'étaient pas donc le produit d'un travail utile qualitativement différent, il leur serait absolument impossible de se présenter l'une en face de l'autre comme marchandise. On n'échange pas un habit contre un habit, une valeur d'usage contre la même valeur d'usage. Dans la somme des diverses valeurs d'usage ou marchandises concrètes se manifeste une somme de travail utile tout aussi variée, qui se distingue en genre, espèces, familles, sous-espèces, variétés. Une division sociale du travail. Cette division est une condition d'existence de la production marchande, bien qu'à l'inverse la production marchande ne soit pas la condition d'existence d'une division sociale du travail. Dans la vieille commune indienne, il y a division sociale du travail sans que les produits deviennent des marchandises. Ou encore, pour prendre un exemple plus rapproché, il y a sans doute il y a dans toutes les fabriques une division systématique du travail, mais cette division n'est pas médiatisée par un échange des produits individuels que les ouvriers pratiqueraient entre eux, et elles, les ouvrières. Ne peuvent se présenter face à face comme marchandises que les produits de travaux privés, autonomes et indépendants les uns des autres. Nous avons donc vu, la valeur d'usage de toute marchandise recèle une activité productive adéquate à une finalité déterminée, appelée encore travail utile.
Les valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises s'il n'y a pas en elles des travaux utiles qualitativement distincts. Dans une société dont les produits prennent généralement la forme de marchandises, c'est-à-dire dans une société de productrices de marchandises, cette différence qualitative entre les travaux utiles, qui sont effectués indépendamment les uns des autres, comme autant d'affaires privées de productrices autonomes, se développe en un système aux articulations multiples en une division sociale du travail. Les valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises s'il n'y a pas en elles des travaux utiles qualitativement distincts. Je crois que j'ai déjà lu ça. Dans une société dont les produits prennent généralement la forme de marchandises, c'est-à-dire dans une société de productrices de marchandises, cette différence qualitative entre les travaux utiles, qui sont effectués indépendamment les uns des autres comme autant d'affaires privées de productrices autonomes, se développe en un système aux articulations multiples en une division sociale du travail. Au reste, l'habit en question se moque pas mal d'être porté par le tailleur ou par son yankee. Dans les deux cas, il fonctionne comme valeur d'usage. De la même façon, le rapport entre l'habit et le travail qui le produit n'est pas le moins du monde modifié en lui-même par le fait que ce travail de tailleur ou de tailleuse devienne une profession particulière, un élément autonome de la division sociale du travail. Pendant des millénaires, chaque fois qu'il a été contraint ou contrainte par le besoin d'un vêtement, l'être humain a taillé et cousu, bien avant qu'un autre être humain devienne tailleuse. Mais l'existence de l'habit, de la toile et de tout élément de la richesse matérielle non présent dans la nature a toujours requis la médiation nécessaire d'une activité productive adéquate spéciale qui assimile les matériaux naturels particuliers à des besoins humains particuliers. C'est pourquoi le travail, en tant que formateur de valeurs d'usage, en tant que travail utile, est pour l'homme une condition d'existence indépendante de toutes les formes de société, une nécessité naturelle éternelle, médiation indispensable au métabolisme qui se produit entre l'homme et la nature et donc à la vie humaine. Si l'on soustrait la somme de tous les travaux utiles divers qu'il y a dans l'habit, dans la toile, etc., il reste toujours un substrat matériel qui est là du fait de la nature, sans que l'homme intervienne. La femme, ou la personne non-binaire, enfin vous m'avez compris. L'homme ne peut procéder dans sa production que comme la nature elle-même. Il ne peut que modifier les formes des matières. Voilà, il y a une énorme note de bas de page, je vais la lire. Tous les phénomènes de l'univers, qu'ils émanent de l'être humain ou des lois générales de la physique, nous donnent l'impression d'être non des créations actuelles, mais une simple transformation de la matière. Les seuls éléments que l'esprit humain trouve et retrouve constamment lorsqu'il analyse l'idée de reproduction sont assemblage et séparation. Assemblage et séparation. Et il en va de même pour la reproduction de la valeur d'usage, bien que Verri, dans sa polémique contre les physiocrates, ne sache pas très bien lui-même de quelle sorte de valeur il parle, et de la richesse, lorsque la terre, l'air et l'eau se transforment en blé dans les champs, ou que par la main de l'homme, la sécrétion d'un insecte se transforme en soie, ou que plusieurs particules métalliques s'organisent ensemble pour former une montre à répétition. Plus même, dans ce travail de mise en forme proprement dit, il est constamment soutenu par des forces naturelles. Le travail n'est donc pas la source unique des valeurs d'usage qu'il produit, de la richesse matérielle. Comme le dit Petty, celle-ci a pour père le travail et pour mère la terre. Passons maintenant de la marchandise considérée comme objet d'usage à la valeur marchandise. Dans notre hypothèse, l'habit ne fait pas le moine, non, l'habit a 2 fois plus de valeur que la toile. C'est l'exemple qu'il a mis un peu plus haut. Mais c'est là une simple différence quantitative qui ne nous intéresse pas encore pour l'instant. C'est pourquoi nous ne faisons que rappeler que si la valeur d'un habit est 2 fois plus grande que celle de 10 ondes de toile, 20 ondes de toile auront la même grandeur de valeur qu'un habit. En tant que valeur, l'habit et la toile sont des choses de même substance, des expressions objectives de la même espèce de travail. Mais le travail de la tailleuse et celui de la tisserande tisserande sont qualitativement des travaux différents. Il existe cependant des états de société où c'est la même personne qui alternativement fait le A tailleuse et le A tisserande, et où donc ces 2 types de travaux distincts ne sont que des modifications du travail d'un même individu. De la même individu. Ne sont pas encore des fonctions particulières fermement définies d'individus distincts, de la même façon que l'habit confectionné par notre tailleuse aujourd'hui et le pantalon qu'il fera demain n'impliquent que des variations d'un même travail individuel.
Il suffit en outre d'ouvrir les yeux pour voir que dans notre société capitaliste, en fonction des orientations changeantes de la demande de travail, une portion donnée de travail humain est alternativement fournie sous la forme du tissage ou sous l'autre forme. Certes, il se peut que ce changement de forme n'aille pas sans friction, mais il faut bien qu'il ait lieu. Si l'on fait abstraction du caractère déterminé de l'activité productive et donc du caractère utile du travail, il reste que celui-ci est une dépense de force de travail humaine. La confection et le tissage, bien qu'étant des activités productives qualitativement distinctes, sont l'une et l'autre une dépense productive de matière cérébrale, de muscles, de nerfs, de mains, etc. Et sont donc en ce sens l'une et l'autre du travail humain. Ce ne sont que deux formes distinctes de dépense de la force de travail humaine. Il est vrai que pour pouvoir être dépensée sous telle forme ou telle autre, il faut que la force de travail humaine soit elle-même plus ou moins développée. Mais la valeur de la marchandise représente du travail humain tout court, une dépense de travail humain en général. Et il en va du travail humain comme de l'être humain dans la société bourgeoise où en général, un ou une banquier et banquière joue un rôle important, alors que l'être humain tout court n'y joue qu'un rôle très misérable. Il est une dépense de la force de travail simple que tout homme ordinaire possède en moyenne dans son organisme physique, sans développement particulier. Certes, le caractère de ce travail moyen simple varie selon les pays et les époques culturelles. Mais dans une société donnée, il est donné. Voilà, le travail plus complexe ne vaut que comme potentialisation. Couper. Le travail plus complexe ne vaut que comme potentialisation, ou plutôt comme multiplication de travail simple. Si bien qu'un quantum, donc un quantum ça veut dire une unité, hein, c'est un terme intello pour dire une unité, si bien qu'une unité moindre de travail complexe sera égale à une unité plus grande de travail simple. L'expérience montre que cette réduction se produit en permanence. Une marchandise aura beau être le produit du travail le plus complexe possible, sa valeur la met en parité avec un produit de travail simple. Elle ne représente donc elle-même qu'un quantum, donc une unité déterminée de travail simple. Le lecteur notera qu'il ne s'agit pas ici de salaire ou de valeur que le travailleuse recevrait pour une journée de travail par exemple, mais de la valeur marchandise en laquelle sa journée de travail s'objective. La catégorie de salaire n'existe pas encore au point où nous en sommes de notre exposé. Il va revenir sur ce qu'est le salariat et tout, qui est une manière d'aménager la production de valeur et le travail abstrait. Selon la manière dont je l'interprète, évidemment. Quant aux différentes proportions selon lesquelles différents types de travail se trouvent ramenés par réduction à l'unité de mesure que constitue le travail simple, elles sont établies au terme d'un processus social qui se déroule dans le dos des producteuristes, si bien que celles-ci s'imaginent qu'elles ont été données par la tradition. Pour simplifier les choses, nous considérerons désormais d'emblée toute espèce de force de travail comme la force de... Excusez-moi, mon écran, j'ai envie de frapper des trucs quand mon écran fait ça. Pour simplifier les choses, nous considérons désormais d'emblée toute espèce de force de travail comme de la force de travail simple. Cela nous évitera tout simplement la peine d'opérer cette réduction. De la même façon donc que dans les valeurs habits et toiles, il est fait abstraction de la différence entre leurs valeurs d'usage. Il est fait abstraction dans les travaux exprimés, dans ces... Oh. Ah bah là maintenant il dit que l'écran, il dit qu'il n'y a pas de signal. Il m'a pas fait ça hier soir, il m'a pas lâché. C'est vraiment petit bonheur la chance, hein. Allô? Ouais c'est bon, il s'est remis. On reprend, excusez-moi, c'est... Voilà. N'hésitez pas à donner des sous, histoire que je puisse m'acheter un vrai écran. Merci. Non, je déconne, vous pouvez pas donner d'argent à un Artube encore. De la même façon donc que dans les valeurs habits étoiles, il est fait abstraction de la différence entre leurs valeurs d'usage, il est fait abstraction dans les travaux exprimés dans ces valeurs de la différence entre leurs formes utiles, tissage et confection. De la même façon que les valeurs d'usage habits étoiles sont des combinaisons de draps ou de fils et d'activités productives déterminées par une finalité, alors que les valeurs habits étoiles sont de simples gélifications du travail de nature identique, les travaux contenus dans ces valeurs ne sont pas pris en considération du fait de leur rapport productif au drap ou au fil, mais seulement en tant que dépense de force de travail humaine. La confection et le tissage sont des éléments constitutifs des valeurs d'usage habits étoiles, du fait précisément de la différence de leur qualité. Mais ils ne sont substance de la valeur habit et de la valeur toile que si l'on fait abstraction de leur qualité particulière, et dans la mesure où l'un et l'autre possèdent une qualité identique, la qualité du travail humain.
L'habit et la toile ne sont cependant pas seulement des valeurs en général. Ce sont aussi des valeurs d'une grandeur déterminée et, dans notre hypothèse, l'habit a 2 fois plus de valeur que 10 zones de toile. D'où vient donc cette différence dans leur grandeur en valeur? Elle vient de ce que la toile contient 2 fois moins de travail que l'habit, de sorte qu'il faut dépenser 2 fois plus de temps pour produire ce dernier, qu'il n'en faut pour la première. Si donc, en ce qui concerne la valeur d'usage, le travail contenu dans la marchandise ne vaut que qualitativement, en ce qui concerne la grandeur de la valeur, il ne vaut que quantitativement, une fois qu'il a été réduit à du travail humain sans autre qualité que celle-là. Dans le premier cas, il s'agit du quoi et du comment du travail. Dans le second, il s'agit du combien de sa durée. Comme la grandeur de valeur d'une marchandise n'exprime que le quantum de travail contenu en elle, les marchandises doivent toujours, selon certaines proportions, être des valeurs de même grandeur. Si par exemple la force productive de tous les travaux utiles requis pour la production d'un habit demeure inchangée, la grandeur de valeur des habits croîtra avec la quantité de ceux-ci. Si un habit représente X journées de travail, 2 habits en représentent 2X, etc. Mais supposons maintenant que le temps de travail nécessaire à la production d'un habit se mette à doubler, ou au contraire baisse de moitié. Dans le premier cas, un habit aura autant de valeur que 2 auparavant. Dans le premier cas, donc... si le temps de travail nécessaire double, dans le premier cas, donc, un habit aura autant de valeur que 2 auparavant. Dans le second cas, donc la quantité de travail diminue de 2 fois de moitié, 2 habits n'auront plus que la valeur d'un seul auparavant, bien que dans les 2 cas, un habit rende toujours les mêmes services et que le travail utile contenu en lui soit toujours de la même qualité. Mais le quantum, donc l'unité de travail dépensée à sa production, a changé. Une plus grande quantité de valeur d'usage représente en soi une plus grande richesse matérielle. 2 habits en représentent plus qu'un seul. Avec 2 habits, on peut habiller 2 personnes, contre une seule avec un seul habit, etc. Pourtant, on peut avoir une baisse de la grandeur de valeur de la richesse matérielle alors même que la masse de celle-ci augmente. Ces mouvements contraires proviennent du caractère bifide du travail, donc comme on l'a vu plus tôt, une séparation entre deux trucs. La force productive est naturellement toujours force productive d'un travail concret, utile, et ne détermine effectivement que le niveau d'efficience d'une activité productive finalisée dans un temps donné. Le travail utile devient donc une source de produit plus ou moins généreuse en proportion directe de la hausse ou de la baisse de sa force productive. En revanche, un changement dans la force productive n'affecte pas en lui-même le travail exprimé dans la valeur. Comme la force productive ressortie à la forme utile concrète du travail, elle ne peut évidemment plus toucher le travail dès lors qu'on fait abstraction de la forme utile concrète de celui-ci. C'est pourquoi dans les mêmes laps de temps, le même travail donne toujours la même grandeur de valeur, quelles que soient les variations de la force productive. Mais dans le même laps de temps, il fournit des quantas différents des valeurs d'usage, plus quand la force productive s'élève, moins quand elle baisse. La même variation dans la force productive qui augmente le rendement du travail et du même coup la masse des valeurs d'usage qu'il fournit diminue donc la grandeur de valeur de cette masse globale accrue, qui est raccourcie la somme de temps de travail nécessaire à la production de celle-ci, et inversement, plus de valeur d'usage donc quand la force productive s'élève, moins quand elle baisse, c'est logique. La même variation dans la force productive qui augmente le rendement du travail et du même coup la masse de valeur d'usage qu'il fournit, diminue donc la grandeur de valeur de cette masse globale accrue. Là je crois que je comprends un peu mieux. Si elle raccourcit la somme de temps de travail nécessaire à la production de celle-ci et inversement. Du travail est pour une part dépense de force de travail humaine au sens physiologique. Et c'est en cette qualité de travail humain identique ou encore de travail abstraitement humain qu'il constitue la valeur marchande. D'un autre côté, tout travail est dépense de force de travail humaine sous une forme particulière déterminée par une finalité. Et c'est en cette qualité de travail utile concret qu'il produit des valeurs d'usage. Là, on a une note de bas de page. Adam Smith écrit pour démontrer que le travail est lui seul est la meilleure définitive et réelle à laquelle le travail est lui seul
est la mesure définitive et réelle à laquelle on puisse comparer et estimer la valeur de toutes les marchandises de tous les temps. Les qualités égales de travail ont nécessairement, en tout temps et en tout lieu, la même valeur pour le travail heureuse. Dans son état de santé, de force et d'activité normale, et avec le niveau moyen d'habileté au travail qui peut être le sien, il doit en effet toujours céder la même portion de son repos, de sa liberté et de son bonheur. D'une part, Smith confond ici, ce qui n'est pas le cas partout, la détermination de la valeur par le quantum de travail dépensé dans la production de la marchandise et la détermination des valeurs des marchandises par la valeur de travail, ce qui l'amène à tenter de prouver que des quantités égales de travail ont constamment la même valeur. D'un autre côté, il a l'intuition que dans la mesure où le travail s'expose dans la valeur des marchandises, il ne vaut que comme dépense de travail, mais il persiste à concevoir cette dépense uniquement comme sacrifice de repos, de liberté et de bonheur, et non pas également comme activité vitale normale. Il est vrai qu'il a sous les yeux la travailleuse salariée moderne. Son prédécesseur, anonyme, cité à la note 9, écrit avec beaucoup plus de pertinence « Un homme a employé une semaine pour fabriquer tel objet dont le besoin existe. Et celui qui lui donne en échange un autre objet ne peut apprécier avec plus de justesse ce qui en est l'équivalent exact en valeur qu'en calculant ce qui lui coûte autant de travail et de temps, ce qui revient à l'échange du travail qu'un homme emploie pendant un temps déterminé à un objet donné, contre le travail qu'un autre homme emploie pendant le même temps à un autre objet. » Schundengest dans la 4ème édition. La langue anglaise représente l'avantage d'avoir deux mots différents pour ces deux... Mais ça, on l'a déjà lu, ça. Work et labor, ouais, c'est différent, work et labor en anglais. Sous-chapitre 3. La forme donc là, on a déjà plus avancé que la première séance en même pas que 40 minutes. Voilà, alors que la dernière fois, en 2 heures, on a juste fait un sous-chapitre. Là, en une demi-heure, on a fait un sous-chapitre déjà. La forme valeur ou la valeur d'échange. Les marchandises viennent au monde sous la forme de valeurs d'usage ou de denrées matérielles telles que le fer, la toile, le blé, etc. C'est leur forme naturelle banale. Elles ne sont cependant marchandises que parce qu'elles sont quelque chose de double, à la fois objet d'usage et porteur de valeur. Elles n'apparaissent donc comme marchandises ou ne possèdent la forme de marchandise que dans la mesure où elles possèdent une double forme naturelle et forme valeur. L'objectivité de la valeur des marchandises se distingue à ceci de la veuve Quickly, qu'on ne sait pas où la trouver. Une référence à Shakespeare encore, que évidemment je n'ai pas. À l'opposé complet de l'épaisse objectivité sensible des denrées matérielles, il n'entre pas le moindre atome de matière naturelle dans leur objectivité de valeur. On aura donc beau tourner et retourner une marchandise singulière dans tous les sens qu'on voudra, elle demeurera insaisissable en tant que chose-valeur. Mais si l'on se souvient que les marchandises n'ont d'objectivité de valeur que dans la mesure où elles sont les expressions d'une même unité sociale, le travail humain, et que leur objectivité de valeur est donc purement sociale, il va dès lors également de soi que celle-ci ne peut apparaître que dans le rapport social de marchandise à marchandise. Nous sommes effectivement partis de la valeur d'échange ou du rapport d'échange des marchandises pour trouver la trace de leur valeur enfouie dans ce rapport. Il faut maintenant que nous revenions à cette forme phénoménale de la valeur. Chacun sait, quand bien même il ne connaîtrait rien par ailleurs, que les marchandises possèdent une forme-valeur qui leur est commune et qui contraste de manière extrêmement frappante avec la très grande variété des formes naturelles de leur valeur d'usage, la forme argent. Mais ce qu'il s'agit de faire ici, et c'est ce que l'économie bourgeoise n'a même pas essayé, c'est de montrer la genèse de cette forme argent, et donc de suivre le développement de l'expression de valeur contenue dans le rapport de valeur des marchandises, depuis sa figure la plus inapparente et la plus simple jusqu'à son aveuglante forme argent. Et c'est par la même occasion ce qui lèvera l'énigme de la monnaie. Le rapport de valeur le plus simple est manifestement celui qui existe entre une marchandise et une autre marchandise unique d'espèces différentes, quelle qu'elle soit. C'est pourquoi c'est le rapport de valeur de deux marchandises qui nous fournit l'expression de valeur la plus simple pour une seule marchandise. Grand A, donc là on est un sous-chapitre, grand A, forme valeur simple, singulière ou contingente. X marchandise A égale Y marchandise B. Ou encore, X marchandise A vaut Y marchandise B. 20 tonnes de toile égale un habit, ou encore 20 tonnes de toile valent un habit. Les deux pôles de l'expression de valeur, une forme valeur relative et forme équivalente.
Le secret de toute forme-valeur réside dans cette forme-valeur simple. C'est donc l'analyse de cette forme simple qui représente la véritable difficulté. Deux marchandises d'espèces différentes, A et B, la toile et l'habit dans notre exemple, jouent ici manifestement deux rôles différents. La toile exprime sa valeur dans l'habit sert de matériau à cette expression de valeur. La première marchandise joue un rôle actif, la seconde un rôle passif. La valeur de la première marchandise est présentée comme valeur relative, ou encore, cette marchandise se trouve sous forme valeur relative. La seconde marchandise fonctionne comme équivalent, ou encore, elle se trouve sous forme équivalent. Forme valeur relative et forme équivalent. Bon là il met plein de notions abstraites qui sont pas super utiles parce que plus personne les utilise aujourd'hui, mais forme valeur relative et forme équivalent sont deux moments indissociables, qui font partie l'un de l'autre et se conditionnent mutuellement. Mais ce sont en même temps des extrêmes opposés qui s'excluent, des pôles de la même expression de valeur. Elles se répartissent toujours sur les différentes marchandises que l'expression de valeur réfère les unes aux autres. Je ne puis par exemple exprimer en toile la valeur de la toile. 20 tonnes de toile égale 20 tonnes de toile n'est pas une expression de valeur. Cette équation dit au contraire à l'inverse, 20 tonnes de toile ne sont rien d'autre que 20 tonnes de toile, qu'un quantum, donc une quantité déterminée de l'objet d'usage toile. La valeur de la toile ne peut donc être exprimée que de manière relative, c'est-à-dire dans une autre marchandise. La forme valeur relative de la toile implique donc que se trouve face à elle une autre marchandise quelconque sous la forme équivalent. Et par ailleurs, cette autre marchandise qui figure comme équivalent ne peut pas se trouver en même temps sous la forme valeur relative. Ce n'est pas elle qui exprime sa valeur. Elle ne fait que fournir le matériau à l'expression de valeur d'une autre marchandise. Il est vrai que l'expression 20 tonnes de toile égale un habit, ou 20 tonnes de toile valent un habit, implique aussi les relations inversées. Un habit égale 20 tonnes de toile ou un habit vaut 20 tonnes de toile. Mais alors, il faut quand même que je retourne l'équation pour exprimer la valeur de l'habit de manière relative. Et dès que je fais cela, c'est la toile qui devient l'équivalent à la place de l'habit. La même marchandise ne peut donc pas se présenter simultanément sous les deux formes dans la même expression de valeur. Celle-ci au contraire s'exclut de façon bipolaire. Quant à savoir maintenant si une marchandise se trouve sous la forme valeur relative ou sous la forme opposée d'équivalent, cela dépend exclusivement de la place qu'elle occupe chaque fois dans l'expression de valeur, selon quelle est la marchandise dont on exprime la valeur, ou au contraire celle dans laquelle de la valeur est exprimée. La forme valeur relative. Teneur de la forme valeur relative. Si on veut découvrir comment l'expression de la valeur simple d'une marchandise se trouve dans le rapport de valeur de deux marchandises, il faut d'abord considérer ce rapport de façon tout à fait indépendante de son aspect quantitatif. La plupart du temps, on procède de manière exactement inverse en ne voyant dans le rapport de valeur que la proportion dans laquelle des quantités déterminées de deux sortes de marchandises s'équivalent. On néglige le fait que les grandeurs de choses différentes ne deviennent quantitativement comparables qu'une fois réduites à la même unité. C'est seulement en tant qu'expression de la même unité qu'elles sont des grandeurs de même nom, donc commensurables. Note, les quelques économistes qui se sont employés comme S. Bailey par exemple, à analyser la forme valeur ne pouvaient parvenir à aucun résultat. Premièrement, parce qu'elles confondent valeur et forme valeur, et deuxièmement, parce que Ah là on a un combo parfait, j'arrive pas à prononcer un mot et il y a l'écran qui clignote là, il est en train de clignoter. Ah c'est bon, il s'est calmé. Parce qu'ils non, là il recommence. Parce qu'ils confondent valeur et forme valeur. Et deuxièmement, parce que succombant à l'affluence brute du bourgeois et de la bourgeoise pratique, ils ne prennent d'emblée et exclusivement que la déterminité quantitative, ce qui fait la valeur, c'est la disposition de la quantité. Bon là, c'est juste des polémiques avec des auteurs de son époque, c'est pas super intéressant, ouais. Que 20 tonnes de toile égale un habit ou 20 ou X habits, c'est-à-dire qu'une quantité donnée de toile vale un grand nombre ou un petit nombre d'habits, toutes ces proportions sous-entendent toujours que la toile et les habits sont, en tant que grandeur de valeur, des expressions de la même unité, des choses de la même nature. La base de l'équation, c'est toile égale habit. Mais ces deux marchandises, mises à égalité qualitative, ne jouent pas le même rôle. Seule est exprimée la valeur de la toile. Et comment ? Par sa relation à l'habit, considéré comme son équivalent ou comme échangeable avec elle.
Dans ce rapport, l'habit est pris pour forme d'existence de valeur, chose-valeur, car c'est seulement en tant que tel qu'il est la même chose que la toile. D'un autre côté, l'être-valeur propre de la toile, est mise en évidence ou acquiert une expression autonome, puisque c'est seulement en tant que valeur qu'elle peut être référée à l'habit comme à quelque chose de même valeur ou d'échangeable avec elle. De la même façon, l'acide butyrique est encore différent du formiate de propyle. Pourquoi il se met à sortir des exemples comme ça, mais bon. L'un et l'autre sont pourtant composés des mêmes substances chimiques. Carbone, hydrogène et oxygène. L'un et l'autre sont pourtant composés des mêmes substances chimiques, donc CHO, hein, les substances de base des composés chimiques, carbone, hydrogène, oxygène, et sont en outre combinés selon des pourcentages identiques. C4, H8, O2, O2. Ouais, bon. Or, si l'on posait le formiate de propyle égal à l'acide butyrique premièrement, le formiate de truc-muche de propyle ne vaudrait dans ce rapport que comme forme d'existence de C4H8O2. Et deuxièmement, cela voudrait dire que l'acide butyrique aussi est fait de C4H8O2. En posant l'égalité du formiate de propyle et de l'acide butyrique, on exprimerait donc leur substance chimique par opposition à leur forme corporelle. Quand nous disons que les marchandises en tant que valeurs sont de simples gélifications de travail humain, notre analyse les réduit à l'abstraction valeur, mais ne leur donne pas une forme valeur distincte de leur forme naturelle. Il en va tout autrement dans le rapport de valeur entre une marchandise et une autre. C'est sa relation à l'autre marchandise qui fait alors ressortir son caractère de valeur. En posant par exemple l'habit en tant que chose-valeur égale à la toile, on pose le travail qui est en lui égal au travail qui est en elle. Or, le travail de la tailleuse qui confectionne l'habit est un travail concret d'une autre espèce que celui de la tisserande qui fait la toile. Mais la mise en équation de la confection et du tissage réduit effectivement la première sorte de travail à ce qu'il y a de réellement égal dans les deux travaux, à leur caractère commun de travail humain. On dit alors par ce détour que le tissage aussi, sans la mesure où il tisse de la valeur, ne possède pas de caractère distinctif qui le différencie du travail du tailleur ou de la tailleuse. Il est donc du travail humain abstrait. C'est seulement l'expression de l'équivalence de marchandises d'espèces différentes qui met en évidence le caractère spécifique du travail constitutif de valeur, en réduisant effectivement les sortes de travail contenues dans les différentes sortes de marchandises à ce qui leur est commun, à du travail humain tout court. J'ai rien compris, la phrase est trop longue. Je vais pas lire ce qu'il y a entre les virgules, pour que ce soit plus simple. C'est seulement l'expression de l'équivalence de marchandises d'espèces différentes qui met en évidence le caractère spécifique du travail constitutif de valeur. L'un des premiers économistes, appelé William Petty, qui ait percé la nature de la valeur, le célèbre Franklin, écrit ceci. Comme le commerce en général n'est rien d'autre qu'un échange de travail contre un autre travail, c'est en travail que la valeur de toute chose sera le plus exactement mesurée. Franklin n'a pas conscience, se disant qu'en estimant en travail la valeur de toute chose, il fait abstraction de la diversité des travaux échangés, et les réduit ainsi à du travail humain identique. Mais il dit quelque chose qu'il ne sait pas encore. Il parle d'abord d'un travail, puis de l'autre travail, et enfin de travail sans autre désignation, comme substance de la valeur de toute chose. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. La force de travail humaine à l'état fluide, ou le travail humain, forme bien de la valeur, mais elle n'est pas elle-même valeur. Elle devient valeur à l'état coagulé, dans une forme objective. Pour exprimer la valeur de la toile en tant que gélification du travail humain, il faut que celle-ci soit exprimée comme une objectivité, qui soit à la fois en tant que chose distincte de la toile, et lui soit néanmoins commune, ainsi qu'à d'autres marchandises, problème qui est déjà résolu. Dans le rapport de valeur de la toile, l'habit est pris pour l'égal qualitatif de celle-ci, comme chose de la même nature, puisqu'il est une valeur. Il est donc pris ici pour une chose dans laquelle de la valeur apparaît, ou qui, dans sa forme naturelle palpable, représente de la valeur. Or cet habit, le corps de la marchandise, habit, est une simple valeur d'usage. Un habit exprime aussi peu de valeur que le premier morceau de toile venu. Cela montre simplement qu'il signifie beaucoup plus à l'intérieur de son rapport de valeur à la toile
qu'à l'extérieur de ce rapport, de la même façon que bien des hommes et des femmes et des personnes non binaires ont plus d'importance à l'intérieur d'un habit galonné qu'en dehors de celui-ci. Dans la production de l'habit, il y a eu effectivement une dépense de force de travail humaine sous la forme de la confection. Il y a donc en lui du travail humain accumulé. Sous cet aspect, l'habit est porteur de valeur, bien que cette qualité qui lui est propre serait-il usée. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de lire des textes compliqués, donc... Il y a donc en lui du travail humain accumulé. Sous cet aspect, l'habit est porteur de valeur, bien que cette qualité lui est propre, serait-il usé jusqu'à la trame, ne se laisse pas apercevoir. Et dans le rapport de valeur de la toile, il ne vaut que sous cet aspect, comme valeur incorporée, comme corps de la valeur, corps de valeur. Derrière son apparence bien boutonnée, la toile a reconnu sa belle parente, l'âme valeur. L'habit pourtant ne peut représenter de valeur face à la toile, sans que pour cette dernière la valeur ne prenne en même temps la forme d'un habit. C'est ainsi que l'individu A ne peut se rapporter à l'individu B comme à une majesté, sans que la majesté prenne en même temps pour A la forme corporelle de B, et change donc de forme de visage, de chevelure, et de bien d'autres choses encore, chaque fois qu'on change de bon père du peuple. Ainsi donc, dans le rapport de valeur où l'habit constitue l'équivalent de la toile, la forme habit est prise comme forme valeur. La valeur de la marchandise toile est donc exprimée dans le corps de la valeur habit. La valeur d'une marchandise est exprimée dans la valeur d'usage de l'autre. En tant que valeur d'usage, la toile est une chose différente, au point de vue sensible. Du point de vue sensible de l'habit, en tant que valeur, elle est pareille à l'habit et ressemble donc à un habit. Elle acquiert ainsi une forme valeur différente de sa forme naturelle. Son être de valeur se manifeste dans son égalité avec l'habit, tout comme la nature bellante du chrétien ou de la chrétienne se manifeste dans son égalité avec l'anneau divin. On voit donc que tout ce que nous avait dit antérieurement l'analyse de la valeur de la marchandise, la toile nous le dit elle-même à partir du moment où elle se met à fréquenter une autre marchandise, l'habit. Simplement, elle ne livre ses pensées que dans la seule langue qu'elle parle couramment, la langue des marchandises. Pour dire que le travail en sa qualité abstraite de travail humain constitue sa propre valeur, elle dit que l'habit, dans la mesure où il lui est égal, et donc les valeurs, est fait du même travail que la toile. Pour dire que sa sublime objectivité de valeur est différente de son roi de corps d'étoffe, elle dit que la valeur a l'aspect d'un habit et que du coup, elle-même, en tant que chose valeur, est aussi semblable à l'habit qu'un œuf l'est à un autre. Remarquons au passage que la langue des marchandises possède encore, outre l'hébreu, de nombreux autres dialectes plus ou moins corrects. J'ai pas compris cette remarque outre l'hébreu. Est-ce que ce serait une remarque antisémite là, ou la langue des marchandises, l'hébreu? L'allemand Wertsein exprime par exemple de manière beaucoup moins frappante que le verbe romain balere, baler, baloir, baloir, je sais pas, le fait que la mise à égalité de la marchandise B et de la marchandise A est l'expression de la valeur propre de la marchandise A. Paris vaut bien une messe, en français dans le texte. Grâce au rapport de valeur, la forme valeur de la marchandise B devient donc la forme valeur de la marchandise A, ou encore le corps de la marchandise B devient le miroir de la valeur de la marchandise A. C'est tellement complexe pour pas grand chose, je trouve, mais bon, heureusement c'est bientôt fini. À certains égards, il en va de l'être humain comme de la marchandise. Comme il ne vient pas au monde muni d'un miroir, ni de la formule du moi fichtéen, l'homme se regarde d'abord dans le miroir d'un autre homme. L'être humain se regarde d'abord dans le miroir d'un autre être humain. C'est seulement par sa relation à l'homme Paul, son semblable, que l'homme Pierre se réfère à lui-même en tant qu'homme. Mais ce faisant, le Paul en question, avec toute sa corporéité paulinienne, en chair et en os, est également reconnu par lui comme forme phénoménale du genre humain. En se référant à la marchandise B, donc on reprend après la note, en se référant à la marchandise B comme corps de valeur, comme matérialisation de travail humain, la marchandise A fait de la valeur d'usage B le matériau de sa propre expression de valeur. La valeur de la marchandise A, ainsi exprimée dans la valeur d'usage de la marchandise B, a la forme de la valeur relative. Petit b, déterminité quantitative de la forme valeur relative. Toute marchandise dont il s'agit d'exprimer la valeur est un objet d'usage d'une quantité donnée. 15 boisseaux de blé, 100 livres de café, etc.
Ce quantum, donc cette quantité de marchandises donnée, contient un quantum déterminé de travail humain. La forme valeur n'a donc pas seulement à exprimer de la valeur en général, mais une valeur déterminée quantitativement ou grandeur de valeur. Dans le rapport de valeur de la marchandise A à la marchandise B, de la toile à l'habit, l'espèce habit n'est pas seulement mise à égalité qualitativement en tant que corps de la valeur avec la toile, mais est mis à égalité avec un quantum déterminé de toile. 20 tonnes de toile par exemple, un quantum déterminé de ce corps de valeur ou équivalent, un habit par exemple. L'équation 20 tonnes de toile égale un habit, ou 20 tonnes de toile valent un habit, présuppose qu'il y ait exactement autant de substances de valeur dans un habit que dans 20 tonnes de toile, que les deux quantas de marchandises coûtent donc chacun autant de travail, ou encore un temps de travail égal. Or, ce temps de travail nécessaire à la production de 20 tonnes de toile ou d'un habit varie avec chaque changement dans la force productive du tissage ou de la confection. Il faut donc examiner de plus près l'influence de ces changements sur l'expression relative de la grandeur de valeur. Grand 1, admettons que la valeur de la... Donc, grand 1 du petit u du grand A du sous-chapitre 2, de la première section du premier livre du Capital. Admettons que la valeur de la toile varie. L'expression valeur, comme cela s'est déjà produit à l'occasion antérieurement, est employée ici dans le sens de valeur quantitativement déterminée, et donc de grandeur de valeur. Donc, admettons que la valeur, ici, de la toile varie, tandis que la valeur habit reste constante. Si le temps de travail nécessaire à la production de la toile double, à la suite par exemple de l'accroissement de l'infertilité des linières, sa valeur va doubler. Au lieu d'avoir 20 tonnes de toile égale un habit, nous aurions 20 tonnes de toile égale 2 habits, étant donné qu'un habit vaudrait maintenant moitié moins de temps de travail que 20 tonnes de toile. Si en revanche le temps de travail nécessaire à la production de la toile diminue de moitié, par exemple à la suite d'un perfectionnement des métiers à tisser, la valeur de la toile va baisser de moitié. En fonction de quoi on a maintenant 20 tonnes de toile égale un demi-habit. La valeur relative de la marchandise A, c'est-à-dire sa valeur exprimée dans la marchandise B, s'élève ou diminue donc en raison directe de la valeur de la marchandise A, à valeur constante de la marchandise B. Admettons que la valeur de la toile reste constante, tandis que la valeur habit varie. Si le temps de travail nécessaire dans ces conditions à la production de l'habit vient à doubler, à la suite d'une mauvaise tonte par exemple, nous aurons donc maintenant, au lieu de 20 aunes de toile, un habit égale 20 aunes de toile, égale un demi-habit. Si, à l'inverse, c'est la valeur de l'habit qui diminue de moitié, nous aurons 20 tonnes de toile égale 2 habits. À valeur constante de la marchandise A, sa valeur relative, exprimée dans la marchandise B, s'élève ou baisse en raison inverse des changements de valeur B. Si l'on compare les différents cas repris sous grand 1 et grand 2 qu'on vient de dire, il apparaît bien que la même variation dans la grandeur de la valeur relative peut provenir de causes tout à fait opposées. C'est ainsi que l'équation 20 tonnes de toile égale 1 habit peut donner l'équation 20 tonnes de toile égale 2 habits, soit parce que la valeur de la toile a doublé, soit parce que celle des habits a baissé de moitié. Et l'équation 20 tonnes de toile égale 1 demi-habit, soit parce que la valeur de la toile a baissé de moitié, soit parce que celle de l'habit a augmenté du double. En 3, les quantas, donc les quantités, je suppose, de travail nécessaires à la production de la toile et de l'habit, peuvent varier simultanément, dans le même sens et les mêmes proportions. Dans ce cas, on a toujours 20 tonnes de toile égale 1 habit, quelles que soient les modifications intervenues dans leur valeur. On découvre leur changement de valeur dès qu'on les compare à une troisième marchandise dont la valeur est restée constante. Si les valeurs de toutes les marchandises s'élevaient ou baissaient simultanément dans les mêmes proportions, leur valeur relative resterait inchangée. On remarquerait leur changement de valeur effectif au fait que désormais il serait produit en général dans la même temps de travail un quantum de marchandises plus important ou moins important qu'auparavant. Effectivement, pour les gens qui n'ont pas envie de s'infliger ce genre de choses, c'est plutôt une bonne initiative. Même si je suis très réservé sur la vulgarisation pour en avoir consommé énormément, je me suis rendu compte que c'est vachement plus intéressant de s'y mettre soi-même, même si de temps en temps la vulga ça permet de s'introduire au truc avant de s'y mettre soi-même, mais se limiter à la vulga c'est pas une bonne chose. On se fait un peu déposséder entre guillemets du savoir, on peut s'approprier. C'est de la curiosité, soyons clairs.
Ouais, la vulga, c'est de la curiosité. Pour moi, en tout cas, c'est de la curiosité. Un sujet que je connais pas et que j'ai pas envie d'approfondir, je me contente d'une vidéo YouTube qui en parle, quoi. Donc là, en gros, là, tout ce qu'on voit, les grand 1, grand 2, grand 3 et le grand 4 qui arrive tout de suite, c'est plus ou moins une manière très simple de résumer tout ce qu'il a dit dans plutôt ce qu'on a lu, en tout cas, aujourd'hui. Et c'est très simple. En gros, quand la valeur d'une marchandise augmente mais pas l'autre, ou baisse mais pas l'autre, bah l'équation change en proportion. Voilà. Ou alors quand les marchandises augmentent ou baissent en même temps, bah l'équation ne change pas du coup. Parce que ça vaut la même quantité de chaque côté. En 4. Les temps de travail respectivement nécessaires à la production de toiles et d'habits, donc leur valeur, peuvent varier dans le même sens simultanément, mais à des degrés divers, ou encore dans des sens différents, etc. Pour avoir l'influence sur la valeur relative d'une marchandise de toutes les combinaisons de ce type possibles et imaginables, il suffit d'appliquer les cas repris sous grand 1, grand 2 et grand 3 qu'on vient de lire. Les changements réels de la grandeur de valeur ne se reflètent donc ni de manière univoque ni de manière exhaustive dans leur expression relative ou dans la grandeur de la valeur relative. La valeur relative d'une marchandise peut changer alors que sa valeur... pardon, excusez-moi, mon intonation est à la ramasse. La valeur relative d'une marchandise peut changer alors que sa valeur reste constante. La valeur relative peut rester constante alors que sa valeur change. Et enfin, il n'est pas du tout nécessaire qu'il y ait coïncidence entre des changements simultanés dans leur grandeur de valeur et dans l'expression relative de cette grandeur de valeur. Ah, je crois que je suis trop loin du micro et qu'on n'entend pas très fort, je sais pas. Je vais rapprocher le micro au cas où. Note à la 2e édition. Avec sa sagacité habituelle, l'économie vulgaire a exploité cette incongruence entre la grandeur de valeur et son expression relative. Admettez par exemple, là c'est une citation, admettez par exemple que A baisse, parce que B, contre quoi il est échangé, monte. Et ceci, bien qu'entre-temps, il n'ait pas fallu moins de dépenses de travail pour produire A, et tout votre beau principe général de la valeur se casse la figure. Si l'on admet que par la valeur de A monte relativement à B, la valeur de B baisse relativement à A, on balaye du même coup toute la base sur laquelle Ricardo édifie sa proposition majeure, et selon laquelle la valeur d'une marchandise est constamment déterminée par le quantum de travail qui lui est incorporé. En effet, dès lors qu'un changement dans les coûts de production de A modifie non seulement sa propre valeur par rapport à B contre quoi on l'échange, mais aussi la valeur relative de B par rapport à A, on voit s'effondrer non seulement la doctrine qui nous assure que c'est la quantité de travail dépensé pour la production d'un article qui règle sa valeur, mais aussi la doctrine selon laquelle ce sont les coûts de production d'un article qui règlent sa valeur. Résumé, je sais pas. Monsieur Broadust, dans cette citation donc, pour le micro. Ah, pour le micro, ouais, ça va, bah tant mieux. Monsieur Broadust pouvait dire tout aussi bien: considérons les propositions suivantes. 10 sur 20, 10 sur 50, 10 sur 100, etc. Le nombre 10 demeure inchangé, et cependant sa grandeur proportionnelle, sa grandeur relative au dénominateur 20, 50 et 100, ne cesse de décroître. Ainsi, s'effondre donc le principe selon lequel la grandeur d'un nombre entier, tel que 10 par exemple, est réglée par le nombre de 1 qu'il contient. Le nombre de 1 qu'il contient. Bizarre. Ah, donc on est arrivé au sous-chapitre 3. Sous-chapitre 3. La forme équivalente. Donc là, voilà, comme disait Nagwal dans le chat, là il pose les termes, donc c'est pas la plus intéressante et la plus utile, mais que expliquer ces termes. Les termes qu'il utilise. Nous avons vu qu'en exprimant sa valeur dans la valeur d'usage d'une marchandise d'espèce différente B, l'habit, la marchandise A, la toile, imprime à celle-ci une forme valeur propre, celle d'équivalent. La marchandise toile met en évidence ce qu'elle vaut. Là, il y a précision que c'est écrit Wertsein dans la version allemande. Donc, la marchandise toile met en évidence ce qu'elle vaut, par le fait que l'habit, sans prendre une forme valeur distincte de sa valeur corporelle, lui est égal. La toile exprime donc en fait son être de valeur par le fait que l'habit est immédiatement échangeable contre elle, de sorte que la forme équivalente d'une marchandise est la forme de son échangeabilité immédiate contre une autre marchandise. Si une sorte de marchandise, par exemple les habits, sert d'équivalent à une autre sorte de marchandise, la toile, et que donc les habits acquièrent la propriété caractéristique de se trouver
sous une forme immédiatement échangeable contre de la toile, ceci ne nous indique pourtant nullement selon quelle proportion les habits et la toile sont échangeables. Celles-ci dépendent de la grandeur de la valeur des habits, celle de la toile étant donnée. Que l'habit soit exprimé comme équivalent et la toile comme valeur relative, ou qu'à l'inverse, la toile soit exprimée comme équivalent et l'habit comme valeur relative, sa grandeur de valeur reste toujours déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production, indépendamment donc de sa forme-valeur. Mais dès que la marchandise habit occupe dans l'expression de la valeur la place de l'équivalent, sa grandeur de valeur n'obtient plus d'expression en tant que grandeur de valeur. Elle ne figure au contraire dans l'équation de valeur que comme quantum déterminé d'une chose quelconque. Par exemple, 40 tonnes de toile valent quoi? 2 habits. Oui, il écrit comme ça, bon bref. 40 tonnes de toile valent 2 habits. Comme la marchandise habit joue ici le rôle d'équivalent, comme la valeur d'usage habit ici vaut ici face à la toile comme corps de la valeur, un quantum déterminé d'habit suffit à exprimer un quantum de valeur de toile déterminé. 2 habits peuvent donc exprimer la grandeur de valeur de 40 tonnes de toile, mais ils ne peuvent jamais exprimer leur propre grandeur de valeur, la grandeur de valeur d'habit. Comme on l'a vu tout à l'heure, 20 tonnes de toile égale 20 tonnes de toile, ça veut rien dire. Ça peut pas vouloir dire quoi que ce soit. Si Bailey, comme beaucoup de ses prédécesseuses et ses successeuses, a été amené à voir dans l'expression de valeur un rapport purement quantitatif, c'est justement parce qu'il concevait de manière superficielle ce fait que dans l'équation de valeur, l'équivalent a toujours et uniquement la forme de simple quantité d'un objet quelconque, valeur d'usage. Au contraire, la forme équivalente d'une marchandise ne contient pas de détermination de valeur quantitative. La première caractéristique qu'on remarque quand on observe la forme équivalent est la suivante. La valeur d'usage devient la forme phénoménale de son contraire, la valeur. La forme naturelle de la marchandise devient forme-valeur. Mais, nota bene, ce quiproquo n'arrive pour une marchandise B, habit, blé ou métal, etc., qu'au sein du rapport de valeur où une autre marchandise quelconque A, toile, etc., se présente face à elle, et uniquement au sein de cette relation. Comme il n'existe pas de marchandise qui puisse se référer à soi-même comme équivalent, ni non plus faire de sa propre peau naturelle l'expression de sa valeur propre, il faut nécessairement que la marchandise se réfère à une autre marchandise comme équivalent, ou fasse de la peau naturelle d'une autre marchandise sa propre forme-valeur. Pour rendre la chose perceptible, on prendra l'exemple d'une mesure ressortissant aux denrées matérielles en tant que corps de marchandise, c'est-à-dire en tant que valeur d'usage. Un pain de sucre, c'est un corps, c'est lourd, cela a donc un poids. Or, aucun pain de sucre ne nous livre son poids à la vue ou au toucher. Nous prenons alors pour le peser différents morceaux de fer dont le poids est déterminé à l'avance. Bon, c'était avant l'époque des balances, des balances électriques et même. Enfin bref, c'était l'époque où les balances fallait faire par comparaison à des trucs de fer. La forme corporelle fer, donc dans cet exemple, prise pour elle-même, n'est guère plus la forme phénoménale de la pesanteur que la forme corporelle pain-sucre. Cependant, pour exprimer ce pain de sucre en tant que pesanteur, nous le situons dans une proportion pondérale par rapport au fer. Pondérale. Relatif au poids, à la masse, ok. Une proportion de poids par rapport au fer. Le fer ne vaut dans ce rapport que comme un corps qui ne représente rien d'autre que de la pesanteur. Les quantas de fer servent donc ici de mesure pour le poids du sucre, et représentent face au corps sucre une simple figure pondérale, le poids donc, simple forme phénoménale de la pesanteur. Le fer ne joue ce rôle qu'au sein de ce rapport où le sucre ou un autre objet quelconque dont on veut trouver le poids, se présente face à lui. Si ni l'une ni l'autre de ces choses n'était pesante, elle ne pourrait pas entrer dans ce rapport, et donc il serait impossible que l'une devienne l'expression du poids de l'autre. Si nous les mettons toutes les deux sur la balance, voyons effectivement qu'elles sont la même chose du point de vue de la pesanteur, et qu'elles sont donc aussi dans une proportion déterminée du même poids. Il en va de même dans une autre expression de valeur. Face à la toile, le corps habit ne représente que de la valeur, de même que face au pain de sucre, le corps fer, en tant que mesure du poids, ne représente que de la pesanteur.
Ici s'arrête pourtant l'analogie. Dans l'expression du dans l'expression du poids du pain de sucre, le fer représente une propriété naturelle commune aux deux corps. Leur pesanteur, alors que dans l'expression de valeur de la toile, l'habit représente une propriété supranaturelle, de ces deux choses, leur valeur quelque chose de purement social. Dans la mesure où la forme valeur d'une marchandise, la toile par exemple, exprime son être de valeur comme quelque chose d'absolument différent de son corps et de ses qualités propres, par exemple comme quelque chose d'égal à un habit, cette expression elle-même nous suggère qu'elle cache un rapport social. Avec la forme équivalent, c'est l'inverse. Celle-ci consiste précisément en ceci qu'un corps de marchandise, comme l'habit, cet objet-ci tel qu'il est, exprime de la valeur, possède donc par nature la forme valeur. Certes, ceci ne vaut qu'au sein du rapport de valeur où la marchandise toile est référée à la marchandise habit comme équivalent. Note de bas de page. Ce genre de détermination de réflexion, catégorie de la logique hegelienne, est quelque chose de tout à fait particulier. Tel homme, par exemple, n'est roi que parce que d'autres hommes... Telle personne, par exemple, n'est monarque que parce que d'autres personnes se rapportent à elle comme des sujets et sujettes. Celle-ci, à l'inverse, croit être des sujets parce que elle, lui, est monarque. C'est compliqué d'improviser l'inclusif. Bref. L'habitude de venir, ça fait qu'un mois que la chaîne Twitch existe. Et comme les qualités d'une chose ne naissent pas de son rapport à d'autres choses, et ne font au contraire que s'activer dans ce genre de rapport, l'habit semble tout autant détenir de la nature sa forme équivalente. Cette propriété qu'il a d'être immédiatement échangeable, que par ailleurs la propriété qu'il a de peser un certain poids ou de tenir chaud. Oula, calme-toi là, Sibelius, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui se passe là? Baisse le son. Voilà. Excusez-moi. D'où le caractère D'où le caractère énigmatique de la forme équivalent, qui ne frappe la très sommaire perspicacité bourgeoise des messieurs-dames de l'économie politique que lorsque cette forme se présente à elle à l'état achevé, dans la monnaie. Et elle cherche alors à faire la clarté par le vide sur le caractère mystique de l'or et de l'argent en leur substituant des marchandises moins éblouissantes et en nous assénant avec une satisfaction toujours renouvelée tout le décalogue et le catalogue de la roture marchande qui a joué en son temps ce rôle de marchandise équivalent. Sans se douter que la plus simple des expressions de valeur, du genre 20 aunes de toile égale un habit, nous invite déjà à résoudre cette énigme de la forme équivalent. Le corps de la marchandise qui sert d'équivalent vaut toujours comme incarnation de travail humain abstrait, et est toujours le produit du travail concret et utile et déterminé. Alors ça voilà, on revient toujours aux bases, hein. Vous n'avez pas les bases, disait un rappeur, bah Marx le dit, comme ça, il rappelle toujours travail abstrait, travail concret et utile, etc. C'est donc ce travail concret, attention, je dis pas qu'il faut différencier et opposer travail concret et travail abstrait, comme on l'a vu au tout début du livre, le travail est forcément une abstraction du capitalisme. Le travail concret, c'est ce qui porte le travail abstrait. C'est donc ce travail concret qui devient l'expression du travail humain abstrait. Ah bah tiens, il va justement dire ce que je venais de dire à l'instant. Si l'habit, par exemple, vaut comme simple réalisation de ce travail abstrait, la confection, qui se réalise effectivement en lui, vaudra comme simple forme de réalisation du travail humain abstrait. Dans l'expression de valeur de la toile, l'utilité du travail de la tailleuse ne tient pas à ce qu'elle confectionne des vêtements. Donc aussi des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais au fait qu'il fait un objet corporel dont on voit bien qu'il est une valeur. Une génification du travail qui ne se distingue absolument pas du travail objectivé dans la toile. Pour constituer ce miroir de valeur, il faut que la confection ne reflète elle-même rien d'autre que sa qualité abstraite de travail humain. Que ce soit sous la forme de la confection ou sous celle du tissage, il y a une dépense de force de travail humaine. L'une et l'autre possèdent donc cette qualité générale de travail humain et peuvent en conséquence, dans certains cas, celui par exemple de la production de valeur, n'être pris en considération que sous cet aspect. Tout cela n'est guère mystérieux. En revanche, dans l'expression de valeur de la marchandise, l'affaire prend un tour contourné. Pour exprimer par exemple
que ce n'est pas sous sa forme concrète de tissage, mais en qualité générale de travail humain, que le tissage forme la valeur de la toile, on lui oppose la confection, travail concret qui produit l'équivalent toile. Et c'est elle qui est considérée comme la forme tangible de réalisation du travail humain abstrait. Il y a donc une deuxième caractéristique de la forme équivalent. Le travail concret y devient la forme phénoménale de son contraire, du travail humain abstrait. Mais en étant pris comme simple expression du travail humain indifférencié, ce travail concret, qui est la confection, a la forme de l'égalité avec d'autres sortes de travail, avec celui qu'il y a dans la toile. Et de ce fait, bien qu'étant travail privé, comme tous les autres, travail produisant des marchandises, il est cependant travail sous une forme immédiatement sociale. C'est précisément pourquoi il se présente dans un produit immédiatement échangeable contre une autre marchandise. Il y a donc une troisième caractéristique de la forme équivalent. Le travail privé y devient la forme de son contraire. Il devient le travail sous une forme immédiatement sociale. Ces deux dernières caractéristiques de la forme équivalent sont encore plus faciles à comprendre si nous revenons au grand savant qui analysa le premier la forme valeur, ainsi que tant de formes de la pensée, de la société et de la nature. J'ai nommé Aristote. Aristote, premier d'abord, exprime d'abord clairement que la forme monétaire de la marchandise n'est que la figure développée de la forme valeur simple, c'est-à-dire de l'expression de la valeur d'une marchandise dans une autre marchandise quelconque. Il dit en effet que la formule 5 lits égale une maison n'est pas différente de la formule 5 lits égale tant d'argent. Il voit bien par ailleurs que le rapport de valeur dans lequel se situe cette expression de valeur nécessite de son côté que la maison soit posée qualitativement égale au lit, et que ces choses différentes du point de vue sensible ne seraient pas référables les unes aux autres en tant que grandeur commensurable sans cette identité d'essence. Il ne peut y avoir d'échange, dit-il, sans l'égalité, mais il ne peut y avoir d'égalité sans la commensurabilité. Mais parvenu là, il se bloque et ne mène pas plus avant l'analyse de la forme valeur. Or, il n'est pas possible, en vérité, que des choses d'espèces aussi différentes soient commensurables, c'est-à-dire qualitativement identiques. Pourquoi je fais la voix d'Yoda, je ne sais pas. Cette mise en équation ne peut être que quelque chose d'étranger à la véritable nature des choses, qu'un expédient donc pour les besoins pratiques. C'est tiré de Éthique à Nicomaque, et pas Éthique à Nicomouk. Aristote nous dit donc lui-même ce sur quoi le développement de son analyse échoue. Il lui manque le concept de valeur. Quel est donc cet égal? C'est-à-dire la substance commune que représente la maison pour le lit dans l'expression de valeur du lit. Une chose de ce genre, nous dit Aristote, ne peut pas exister en vérité. Pourquoi? Face au lit, la maison représente un égal dans la mesure où elle représente. Excusez-moi, je reprends la phrase, parce que les tournures de phrases sont compliquées, hein. La syntaxe est compliquée dans ce niveau. Face au lit, la maison représente un égal dans la mesure où elle représente, et dans le lit et dans la maison, quelque chose d'effectivement égal. Et ce quelque chose, c'est du travail humain, et non pas le caca, pour les gens qui ont la référence. Mais ce qu'Aristote ne pouvait pas lire dans la forme valeur proprement dite, c'est que sous la forme des valeurs marchandes, tous les travaux sont exprimés comme du travail humain égal, comme du travail valant donc la même chose. Et cela parce que la société grecque reposait sur le travail des esclaves, et qu'elle avait donc comme base naturelle l'inégalité des êtres humains et de leur force travail. Le secret de l'expression de valeur, l'égalité et l'égale validité de tous les travaux, parce que, et pour autant que ceux-ci sont du travail humain, en général, ne peut être déchiffré qu'à partir du moment où le concept d'égalité humaine a acquis la solidité d'un préjugé populaire. Or, ceci n'est possible que dans une société où la forme marchandise est la forme générale du produit du travail, et où donc également c'est le rapport entre les êtres humains et en tant que possesseureuse de marchandises qui est le rapport social dominant. Tout le génie d'Aristote éclate précisément dans le fait qu'il découvre un rapport d'égalité au sein de l'expression de valeur des marchandises. C'est seulement l'obstacle historique de la société dans laquelle il vivait qui l'empêche de déceler en quoi consiste, en vérité, ce rapport d'égalité. Sous-chapitre 4.